رأيت منها اللقطة هي. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sport Show, l'émission qui traite de l'actualité sportive en Mauritanie. Ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Fall Youssouf, qui est le président de la Fédération du basketball en Mauritanie. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Alors c'est un grand plaisir pour nous, donc on avait fait un peu la rentrée du football et là on s'intéresse un peu à la rentrée du basketball. Avant ça, bien sûr, on voudrait un peu, si vous pouvez nous parler un peu des formations de basket. Bien sûr, si vous voulez, pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais tout le monde vous connaît aujourd'hui, voilà une petite présentation. Est-ce que vous êtes un ancien basketteur et Oui, mon nom est Youssouf Fall, donc je suis effectivement un ancien basketteur. J'ai joué en équipe nationale de basket pendant 10 ans, donc vers les années 70 jusqu'en 80-80 que j'ai dû donc raccrocher. Ensuite, j'ai été moi-même directeur technique de l'équipe nationale de basket. Et puis voilà, depuis maintenant 2015, je suis président de la Fédération mauritanienne de basket. Alhamdoulilah. Et on n'a que des bons échos d'ailleurs. Et j'ai pu aller voir certains matchs. C'est très bien organisé. Et même sous le Covid. Donc, toutes nos félicitations en tout cas. Merci à vous. Merci à la chaîne sportive Radia qui couvre justement et qui a couvert la finale en direct qui s'est déroulée le 14 août dernier. C'était une belle finale d'ailleurs. Oui, tout à fait. Remportée par l'équipe Feu l'Émir Kaba. Tout à fait, tout à fait. Et pour répondre à votre question, vous me demandiez de parler des formations. Tout à fait. Permettez-moi d'abord de dire que nous, dans notre plan stratégique de développement, nous avions 4 axes stratégiques. Le premier, c'est un peu renforcer la gouvernance. Parce que si vous n'avez pas une bonne gouvernance, quels que soient les moyens que vous avez, les moyens financiers, les moyens matériels et les ressources humaines, vous ne pourrez pas conduire à bon port le développement du basket dans notre pays. Donc ça, c'était le premier axe. Le deuxième et le troisième axe sont consacrés au renforcement des capacités de nos cadres techniques. De nos cadres techniques. Comme je dis souvent, quand vous n'avez pas de bons médecins, de bons personnels de santé qui accompagnent, vous voyez que c'est difficile de développer la santé dans notre pays. C'est valable également pour le sport et valable pour le basket de manière générale. Le troisième axe, c'est le renforcement des capacités des jeunes talents. Parce que si vous n'avez pas des joueurs qui sont formés dès le bas âge, suivis, etc., il est difficile donc d'arriver à des résultats satisfaisants, surtout dans les compétitions internationales. Bien sûr, le dernier, c'est un peu la rénovation et la construction des infrastructures sur lesquelles nos joueurs évoluent. Malheureusement, ça ne dépend pas bien souvent de la fédération, mais nous faisons le lobbying pour que les infrastructures qui sont mises à notre disposition soient améliorées ou construites, comme par exemple notre fameux projet de salle couverte, de salle omnisport, que nous attendons depuis de très très longues années. Bon, bah, Inch'Allah, on espère vraiment que cela va aboutir. Et c'est vrai que par exemple pour la finale, j'ai pu constater donc sur le terrain, on mettait un autre terrain par-dessus. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi exactement, comment ça se passe? Voilà, parce que le terrain officiel sur lequel nous faisons nos compétitions et essentiellement la finale est un terrain qui date de très longtemps. La maison des jeunes, l'ancienne maison des jeunes. Qui a été goudronné, puis rafistolé avec du plâtre. Et puis voilà, donc les jeunes glissaient sur ce terrain-là. Et puis voilà, il y avait beaucoup de fractures, beaucoup d'entorses. Et notre rôle, c'est de veiller à la santé des jeunes et non pas de la détruire. Heureusement que nous avions pu obtenir de la FIBA des tapis donc, synthétiques que nous avons posés sur la dalle en attendant de trouver quelque chose de mieux. Et vous me parliez des formations. Et je vais donc vous dire que pour nous, la formation des jeunes est très importante. D'accord, donc les petites catégories, c'est ça? Particulièrement les petites catégories que nous avons commencé depuis 2018 à former les jeunes des petites catégories à travers ce que nous appelons les camps pour les jeunes, surtout pour le mini-basket. En 2018, nous avions à peu près formé
80 jeunes qui étaient donc formés. Et puis on est passé à 583 en 2019. Donc, Machallah, ça s'est agrandi. Le projet s'est étendu, où nous avons eu plusieurs formations dans plusieurs villes, avec l'accompagnement de certaines ONG comme Save the Children. Nous sommes partis donc former un peu les jeunes dans les différentes localités. Et permettez-moi de citer surtout le camp de vacances sportives que nous avions organisé pour les jeunes adolescentes et auquel ont participé plus de 100 jeunes filles de moins de 19 ans qui nous sont venues de toutes les régions de Mauritanie et qui ont fait à peu près une dizaine de jours. C'est super ça. C'était super, d'autant plus que le format que nous avions adopté consistait à d'abord s'entraîner sur les fondamentaux du basket le matin à 8 h. À 9 h 30, les filles avaient des conférences sur les problèmes qui freinent un peu leur autonomisation, les mariages précoces, les problèmes de santé, etc., scolarité, les menstruations, des choses comme ça, voilà, comment pratiquer le basket. Voilà, tous les problèmes donc, qui freinaient un peu l'autonomisation des jeunes filles. Et puis le soir, on avait des visites de centres d'intérêt. Et comme par exemple, on a visité l'académie de football, ici, qui était une visite assez intéressante pour elle parce qu'il fallait qu'elle suive un peu les différentes étapes de préparation des joueurs pour arriver au top niveau, par exemple en équipe nationale. Et ensuite, je crois qu'elles ont eu à se déplacer, donc à aller dans des restaurants. Des sorties du loisir, un peu de loisir dans la ville. D'accord. Où elles apprennent à se tenir à table, disons, la vie de manière générale, à se comporter. La vie citadine. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que nous avions pu les faire rencontrer avec d'autres femmes qui avaient réussi un peu dans la vie. Ça pouvait être des journalistes, ça pouvait être des ministres, ça pouvait être des chefs d'entreprise, pour parler un peu de leur parcours professionnel. Donc voilà, nous avons au total eu 1133 jeunes filles et jeunes garçons, donc je dis bien jeunes, qui ont été formés dans les différentes localités. Vous avez certainement assisté à notre camp à Mellah. Tout à fait. Ensuite, nous sommes partis à Mbagne. D'ailleurs, c'est en revenant de ce camp de Mbagne que j'ai perdu ma voiture dans un accident et j'ai failli perdre ma vie, mais Dieu merci, tout va bien, je suis là avec vous. Dieu merci, oui. Oui, c'est un plaisir de vous avoir avec nous, ça c'est sûr. Je suis avec vous ce soir. Et nous avions également fait un camp aussi à Toujiline qui a bien réussi, plutôt à Riyad. Riyad, oui, Riyad, maintenant. Voilà, donc au total, nous avons formé à peu près 1133 jeunes, donc de petites catégories. En ce qui concerne la formation des jeunes de petites catégories. Oui, les entraîneurs. Pour ce qui est des entraîneurs. Les entraîneurs, nous avons commencé très tôt en 2017. Et on a fait venir un expert de la FIBA. Et cette fois, on l'a fait tourner dans toutes les régions de Mauritanie, particulièrement là où il y a le basket, pour pouvoir former des coachs, des entraîneurs qui vont prendre en charge les clubs, former les gens, etc. Et ça, nous l'avons fait donc en 2017 et nous avons continué à entreprendre des actions comme ça de formation des cadres. Parce que si vous n'avez pas de bons cadres techniques, vous ne pouvez pas tirer le basket vers le haut, donc vous ne pouvez pas le développer. Il faut que ces jeunes, ces encadreurs suivent un peu les jeunes. Au total, nous avions formé 318 entraîneurs, à peu près 78 arbitres, parce que si vous avez... Oui, donc automatiquement ça va un peu ensemble. C'est pourquoi je parle de cadre technique. Tout à fait. Et récemment, surtout en 2020, on a eu beaucoup de formations en ligne pour les statisticiens. On a fait même quelques journalistes qui ont suivi des cours et quelques photographes qui également sont oui, parce que la transmission est très importante. L'image basket n'est pas forcément l'image foot. Mais c'est pourquoi nous avons formé un peu avec des techniciens, des gens qui étaient vraiment expérimentés dans la couverture média du basket. Et bien entendu, nos administratifs, parce que n'est pas dirigeant de club ou de fédération qui veut. Tout à fait. Il faut toute une formation pour pouvoir y arriver. Et c'est pourquoi nous avons renforcé, comme je vous disais, la gouvernance. Si vous n'avez pas de bons dirigeants, mais ma foi, vous risquez d'avoir des problèmes de développement tout court.
D'accord. Alors donc du coup, cette formation des cadres, elle s'est faite aussi en partenariat avec la FIBA. Ça s'est passé comment? Voilà, notre partenaire principal, c'est la FIBA. Et la FIBA sur tout ce qui se passe. Sur tout ce qui se passe, particulièrement sur le volet formation. Et la Confédération arabe de basket. Donc, ce sont ces deux institutions qui nous aident beaucoup. Et aujourd'hui, grâce aux différentes formations que nous avons, des experts aujourd'hui qui sont reconnus sur le plan international. Par exemple, nous avons un arbitre international qui est aujourd'hui reconnu par la FIBA comme arbitre international qui peut aller officier dans les différentes rencontres, dans d'autres pays. Nous avons un expert FIBA qui est donc entraîneur, instructeur, qui a été également formé, qui aujourd'hui est envoyé souvent dans les pays pour aller faire des formations d'entraîneurs. C'est notre directeur technique national. Nous en avons aussi un qui est vraiment spécialisé dans l'organisation du mini-basket. C'est d'ailleurs lui qui accompagne avec les autres coachs pour aller organiser des sessions, des camps de mini-basket dans les différentes régions. Donc vraiment... c'est assez bien organisé. Tout à fait. En tout cas, c'était le fruit de notre travail pendant quelques années qui nous a amené à avoir ces compétences sur le plan international. Alhamdulillah. Alors, au niveau du championnat local, alors quel est le bilan justement de cette année 2021 en partant du principe que l'année juste avant était assez délicate avec le Covid, qui est actuellement présent, mais peut-être moins avec tout ce qui se passe? Oui. Comment ça s'est passé? Nous avons dû carrément en 2020 arrêter un peu les compétitions. C'était d'abord pour des problèmes de santé, les instructions qui avaient été données par le gouvernement et puis surtout aussi les risques importants de contamination. Donc en 2021, nous avons essayé de reprendre un peu l'activité. Mais avant de reprendre, nous avons réfléchi justement sur pas mal de ce qu'on appelle la gestion des risques, sur le Covid, quand est-ce qu'il va s'arrêter, quand est-ce qu'il va prendre un peu de l'importance. L'hivernage aussi, parce que nous avons tenu compte de l'hivernage, les pluies, parce que pour les déplacements. Malheureusement, comme je vous ai dit, nous n'avons pas encore de salle couverte, nous sommes obligés de jouer en plein air. Et donc nous avons tenu compte aussi du tournoi, plutôt de la Coupe d'Afrique des Nations, qui était organisée dans le domaine du football au mois de mars, les U20. Oui, février. On ne pouvait pas donc organiser un championnat national de basket en même temps que la Coupe d'Afrique des U20. D'autant plus que j'étais moi-même le secrétaire permanent de l'organisation. Tous les acteurs sportifs ont été invités, mobilisés pour cette action. Voilà, donc voilà les conditions dans lesquelles nous avons un peu préparé un peu les compétitions. Alors, la formule que nous avons adoptée est d'avoir deux zones, une zone nord avec les équipes de Zouérat, Nouadhibou et deux équipes de Nouakchott. Et puis la zone sud maintenant avec les équipes de Bogué, Kaïdi, Rosso, plus deux équipes de Nouakchott. Voilà la formule que nous avions adoptée. Et en fin de compte, nous avons organisé ce qu'on appelle les playoffs. Donc c'était un système de championnat aller-retour. Et chaque équipe, en raison des problèmes financiers et puis des distances qu'il y a entre nos villes, chaque équipe qui se déplaçait jouait en définitive 2 matchs sur place. Aller-retour, directement. Aller-retour. C'était quand même bénéfique parce que ça nous a permis d'avoir en fin de saison 71 matchs, ce qui est quand même important. Tout à fait, compte tenu des circonstances et compte tenu de l'année de césure de 2020. Tout à fait. 71 matchs, je crois que c'est un bon score pour le développement du basket. Alors, du coup, qu'est-ce que nous avons remarqué? Après ces compétitions, ou pendant même ces compétitions, qu'il y avait un relèvement du niveau technique du jeu. Les joueurs étaient plus aguerris, plus vivaces. Les entraîneurs étaient obligés de développer des stratégies nouvelles pour s'adapter à chaque fois. Et c'était très serré d'ailleurs entre surtout les équipes de la poule nord, d'où est sortie d'ailleurs la plus sud, d'où est sortie donc l'équipe qui est championne. Difficilement donc ces équipes ont pu gagner les autres, Bogué, Rosso, etc. pour pouvoir arriver un peu à la finale. J'ai un peu regardé, c'est vrai que c'était des équipes qui se valaient. C'était vraiment des équipes, tout le monde avait envie de gagner. C'est un championnat vraiment, pour le premier que je suis, il était vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié le championnat du basket. Et la finale, nous l'avons joué, donc vous avez suivi, vous avez même, disons, transmis en direct cette finale
nous avons joué aussi sous les conditions du Covid. Donc et climatique, il faisait très chaud. Voilà, nous avons été obligés de faire un protocole d'accord avec le ministère de la Santé en garantissant la distanciation sociale, la distanciation physique, le port du masque, le lavage des mains, tout ça. Et puis on a réduit le nombre de spectateurs qui venaient au stade. Oui. Mais croyez-moi, ça s'est bien passé, aussi bien pour les playoffs que pour la finale. Et la finale a été une bonne finale entre deux équipes qui se valaient, qui avaient envie de gagner. Et qui s'étaient affrontées par le passé, donc en 2019 et en 2018, qui étaient arrivées aussi en finale. Et en fin de compte, c'est l'équipe de Théaret qui a pu remporter la coupe. Voilà. C'est ça. Non, sincèrement, c'était une belle finale. Et des finales qu'on a envie de revoir. Et je ne sais pas si c'est cette année 2020 qui a fait que comme ils n'avaient pas joué là, ils voulaient à fond. Mais c'était pas mal. Et il y avait beaucoup de... On avait justement un public varié, ce qu'on trouve au basket, qu'on ne trouve pas forcément au football. On a un public assez féminin. On a féminin d'un côté, on a aussi les hommes. Donc c'est vrai que ça, c'est une chance que le basket a. Tout à fait, parce que nous sommes donc peut-être le premier sport féminin en Mauritanie. Depuis donc, très longtemps déjà, le début des années de l'indépendance, les filles pratiquaient le basketball. Et donc, le basket permet aujourd'hui au public de venir, donc les filles, les garçons, les jeunes, les moins jeunes, qui viennent au terrain. Et puis, je dis que c'est un sport scolaire par excellence. C'est dans les écoles, dans les établissements que le basket s'était développé et continue aujourd'hui à se développer. D'accord. Alors, sinon, au niveau international, par rapport aux compétitions, comment ça se passe pour l'équipe nationale? Est-ce qu'on peut un peu en parler? Ça, c'est vraiment le plus grand problème. Parce que nous sommes restés très longtemps, presque pendant 32 ans, sans partir aux phases finales de la Coupe d'Afrique des 32 ans, énorme. 32 ans. Donc sans compétition internationale. D'accord. Et ça a été un coup très fatal pour le basketball mauritanien. Et toute la stratégie qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, c'est une stratégie pour la relance du basket. Et nous avons essayé en 2017 de renouer un peu avec les compétitions sportives internationales. Ou d'ailleurs, vous me permettrez de dire que nous avons un potentiel, parce que nous avons plusieurs joueurs aujourd'hui qui évoluent en Algérie, dans les pays du Golfe, etc. Et qui ont évolué. Au Sénégal éventuellement. Voilà, au Sénégal également, il y en a encore qui évoluent. Et c'est une discipline également où nous avions eu beaucoup de médailles d'or. Vous étiez bien placé avant ces 32 ans-là. On a amené beaucoup de résultats assez importants, médailles d'or, médailles d'argent, etc. Puis après, voilà, on est resté 32 ans sans sortir, ça a été très très fatal. Donc on a essayé de reconstruire l'équipe nationale en 2017. Comment? En faisant des stages d'abord fermés ici à Nouakchott. Et puis l'équipe s'est déplacée à Saint-Louis parce qu'on voulait avoir une préparation progressive, parce que vous ne pouvez pas tout de suite vous préparer. D'un seul coup. Voilà, et rencontrer de grandes équipes, vous faire battre, et là ça risque d'être très, très dur à supporter moralement. Tout à fait. Surtout que nos populations, elles aiment gagner, elles ne voient pas qu'au sport, on peut perdre aujourd'hui et demain gagner. C'est ça. Dès qu'on perd, c'est la catastrophe, c'est malheureusement comme ça. Mais donc on a fait une préparation graduelle. Donc on a commencé par des équipes de 5. Et on devait aller en Serbie, pour l'équipe nationale, je dis senior, pour aller faire un stage en Serbie et revenir jouer contre la Gambie. Malheureusement, le ministre qui était là, qui avait pris la décision, qui avait marqué son accord, est parti. Puis vous connaissez nos services, le projet a été bloqué, mis dans des tiroirs, et ce qui fait que nous n'avons pas pu continuer. Par contre, nous avons essayé avec ce qu'on appelle le basketball 3-3, parce que c'est plus simple. Vous avez 4-5 personnes qui se déplacent, ça coûte moins cher. Oui. Et on a essayé donc de renouer. En 2017, nous sommes partis participer à la Coupe d'Afrique des Nations et nous avons joué au basket contre des équipes comme l'Égypte. D'accord, des équipes aguerries qui n'ont pas eu d'année de césure. Voilà. L'Égypte qui est une grande nation, peut-être même la plus vieille nation de basket en Afrique, et qui nous a gagné, je crois, de 3 points. Voilà. Voilà. L'année d'après, en 2018, nous avons tout fait, même sans moyens. Nous avons gratté un peu dans nos tiroirs pour aller participer casser les tirelires. Voilà, les tirelires,
pour aller aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball 3-3 à Cotonou. Et nous étions classés 4e sur 11. Donc on était qualifiés. Ah oui. Oui, on était qualifiés pour la finale. Oui, ça veut dire que le talent, il est là. Il est là, je vous dis, le potentiel est là. Donc, on est parti donc, toujours la même année, après avoir été qualifiés. Nous sommes allés aux phases finales à Lomé, où nous avons rencontré une équipe comme la Côte d'Ivoire, qui a été championne et qui nous a gagné, je crois, de 1 ou 2 points. Wow. Voilà, donc on a le potentiel. Malheureusement, les moyens n'ont pas suivi. Il faut le tout, comme vous avez dit, il faut une bonne gouvernance, il faut les moyens, les infrastructures pour pouvoir vraiment faire en sorte que quand vous êtes appelé, automatiquement, on gagne. Et puis c'est un budget qui doit être dégagé, comme aujourd'hui notre équipe nationale de football, les cadets, les juniors, ils sortent, ils ont un budget, ils l'exécutent pour pouvoir participer aux compétitions internationales. Et là, je dis, nous avons le potentiel. Je ne comprends pas pourquoi les moyens ne sont pas dégagés. Pourquoi ce frein? À la dernière minute, on dit non, il n'y a pas de moyens, vous ne pouvez pas participer aux compétitions internationales, etc. Et vous me permettez de parler d'ailleurs du cas d'un club, celui qui a remporté la finale du championnat cette année, Théarit Felemir, qui devait participer à une compétition. Avant elle, africaine, arabe, championnat arabe des clubs champions. L'année en 2019, c'était Étoile du Nord qui était qualifiée. Nous avons demandé à l'État de débloquer les moyens pour nous permettre de participer. Nous n'avons jamais eu les moyens. Donc cette année également, ça a été quasiment le cas, mais surtout que Étoile du Nord, plutôt Théarit Felemir, donc on a joué la finale le 14. Oui. On a reçu de la Confédération africaine, plutôt arabe de basket, un message, un mail en nous disant que la participation des clubs est fermée, donc notre club ne peut plus participer à cette compétition parce que nous avons joué nos finales le 14 août. Oui. Alors que dans d'autres pays, ils ont fini leur finale depuis longtemps parce qu'ils ont commencé certainement. Oui, après, il faut tenir compte, comme on a dit, malheureusement, les décalages dus au Covid, etc. Et donc, eux, le club Théarit Felemir nous a écrit seulement plutôt le 24, donc presque une semaine après, pour nous demander de participer à cette compétition qui est déjà fermée. Non, c'est très délicat. Les calendriers ne coïncident pas là. C'est vrai qu'il y a un petit problème peut-être de. C'est ça la réalité et elle n'est pas autre. Donc c'est comme ça que nous avons reçu. Nous avons les télégrammes, nous avons les messages que nous avons envoyés aux officiels pour leur dire. D'abord, c'était clos. La participation a été close le 18. Et deuxièmement, la demande de participation du club Théarit Felemir n'est arrivée en retard. Et ensuite, il fallait trouver les moyens pour pouvoir partir à ces compétitions. Oui, c'est tout un cheminement. Hein. C'est vrai que c'est assez délicat. En ce qui concerne les filles, pour l'instant, nous n'avons pas de compétition internationale, sauf pour le 3-3 en 2018, où elles sont parties pour le 3-3, elles sont parties, mais nous n'avons pas encore le niveau. C'est pourquoi nous avions opté pour l'organisation d'un camp de préparation des jeunes filles, les 100 jeunes filles dont je vous parlais, les 100 adolescentes. Ce programme devait être dupliqué chaque année sur 4 ans au moins pour nous donner la chance d'avoir des équipes nationales assez fortes. Malheureusement, la première année, nous avons eu une subvention de l'Union européenne qui nous a permis de faire l'activité en 2019. Mais en 2020 et 2021, voilà, nous n'avons pas ces ressources-là. Et donc, on n'a pas pu continuer cette action qui était très, très importante pour le c'est vraiment dommage parce que là, on voit quelque chose qui sert beaucoup. Des gens qui ont envie de faire du basket, faire du sport, s'en sortir aussi parce qu'on a parlé la dernière fois avec un des jeunes qui s'occupe des mini-camps, Samba Diallo, je crois, si je ne me trompe pas, c'est son nom, oui. Au niveau de CEPRA, où justement la lutte contre la délinquance, l'insertion par le sport, qui est très importante aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que l'investissement, elle n'est pas automatique, l'investissement, que ce soit du privé ou du public, hein. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui sont dommages parce que quand on regarde d'autres pays, on se rend compte que c'est dans ces volets-là où on a vraiment l'image de l'État. Et ce sont des pépites et des lumières qui permettent justement de redorer l'image des nations. Mais bon, on espère, Inch'Allah, que
par la suite, avec les ministres qu'on a, on aura quelque chose de positif par la suite et qu'il y aura bien sûr cet accompagnement avec les ONG présentes dans ce pays, avec les États présents dans ces pays qui suivent un peu vos activités. Par exemple, vous avez eu des partenaires pour les mini-camps. Oui. L'AFD, l'ambassade de France, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Des choses comme ça, des associations aussi extérieures qui soutiennent les choses. Donc espérons qu'avec tout ce cocon, on arrive à arriver à quelque chose. Et d'ailleurs, je voulais juste une petite image, s'il vous plaît, si on peut voir, c'était le redémarrage du championnat féminin. Ok. Donc c'était le Tavrak-Zeina, le club de Tavrak-Zeina contre... C'était Feulemir. Voilà, les jeunes femmes, s'il vous plaît, si on peut voir ça. Moi, c'est Harifal, adjointe capitaine de l'équipe TVZ. Bon, on est là pour la préparation du championnat. C'est vrai, on vient de ramener l'équipe. On a des objectifs et le championnat va débuter ce samedi, Inch'Allah. On va rencontrer Feulemir. On sait que ça ne sera pas un match facile, mais on espère y rentrer et dans de bonnes manières. Pourquoi pas gagner notre premier match et se concentrer sur les matchs à venir. On a des objectifs. L'objectif, c'est de ramener l'équipe cette année et de remporter le championnat cette année, Inch'Allah. C'est vrai, pour l'instant, ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas les moyens. On a des coachs qui sont là, qui nous aident, mais les moyens manquent, que ce soit les ballons financiers, les chaussures, les maillots, ainsi de suite. Donc, si on trouve quelqu'un qui nous aidera, ça sera qu'un surplus et ça va nous aider à réaliser notre objectif. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sport Show, l'émission qui traite de l'actualité sportive en Mauritanie. Ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous M. Youssouf Fall, qui est le président de la Fédération de basketball en Mauritanie. Donc voilà, on parlait un peu dans un premier temps pour ceux qui viennent d'arriver, on a parlé du programme, du bilan du championnat de cette année et aussi de la participation au niveau des compétitions internationales. Est-ce qu'on peut faire un petit tour sur l'actualité un peu, tout ce qui est mesures disciplinaires Oui, peut-être avant de... Ah oui, les moyens, parce qu'on venait de juste voir, voilà. Ils ont parlé des moyens, on voulait revenir sur les moyens. Donc voilà, la fédération a un budget très maigre, je préfère ne pas dire le montant. Très limité, on va dire. Très limité, alors vraiment très limité pour organiser les championnats, organiser les formations, etc., acheter du matériel, etc., c'est difficile. Les clubs n'ont pas encore de sponsors, n'ont pas de sponsors qui les épaulent un peu pour organiser le club et puis participer à la formation des jeunes. Et j'aimerais simplement dire qu'aujourd'hui en Mauritanie, nous n'avons pas un terrain aux normes. Pas un. Il n'y en a pas un seul qui est homologué. Non. Pas un qui est aux normes techniques normales. Donc nous jouons sur le terrain parce que c'est l'espace qui nous est offert pour l'instant. Mais je pense qu'il y a un gros effort à faire. Et nous avions, dans le plan stratégique que nous avions élaboré, prévu, qui était évalué à peu près à 300 millions d'ouguiya anciens par an sur une période de 4 ans, on avait prévu 140 millions pour pouvoir restaurer les infrastructures. Ce que nous cherchons, ce n'est pas de les restaurer nous-mêmes, mais de les faire restaurer suivant les normes techniques. Tout à fait, voilà. Internationales, voilà. Les normes techniques internationales. Les normes techniques, voilà. Parce que par exemple, vous voyez un terrain, les dimensions normales d'un terrain, donc le tracé du terrain de basket, c'est 15 sur 28, et on vous fait un terrain, une dalle ou un goudron juste à ces dimensions-là. Vous n'avez même pas d'espace pour pouvoir faire la remise de touche. Donc normalement, vous devez voilà, vous devez avoir des bandes sur les 4 côtés pour vous permettre au moins de remettre le ballon. Et ça, c'est quasiment sur tous nos terrains, que ce soit à Zouerat, que ce soit à Kaïdi, Bogué, Rosso, partout. Mais vraiment, ils sont dans un état qui nécessite vraiment une prise de conscience beaucoup plus accrue que ça pour les restaurer. En tout cas, c'est dommage parce que c'était pour pas dire c'est le premier sport de Mauritanie. Aujourd'hui, le foot l'a détrôné, mais il reste quand même le deuxième sport pratiqué en Mauritanie. Et quand vous me parlez de ces conditions, bon, les formations, c'est pas mal tout ce que vous avez dit qui est mis en place justement pour... En fait, il y a tout. En tout cas, il y a la volonté, il y a ces formations, on a les jeunes.
Et on a des encadreurs qui essayent de faire au mieux. Et l'infrastructure, c'est vrai que si on n'a pas la base, c'est compliqué. On peut pas... Surtout que... C'est un peu délicat. Surtout que nous, notre avis, c'est d'avoir ces infrastructures. Nous les avions implantées à l'époque, quand j'étais au ministère de la Jeunesse et des Sports, vers les années 90-97, dans les cœurs de chaque quartier. Alors, aujourd'hui, ces infrastructures, si elles ne sont pas restaurées, si l'éclairage n'est pas mis en place, il sera difficile de lutter contre la délinquance nocturne. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup de cas de délinquance nocturne, particulièrement chez les jeunes. Mais en mettant des infrastructures fonctionnelles, je ne demande pas la dernière génération, je ne demande pas des salles de basket dans chaque quartier, ici à Nouakchott et dans les autres villes, mais au moins que les infrastructures qui sont existantes soient restaurées et ensuite que l'éclairage soit mis pour pouvoir attirer les jeunes et les éviter d'être dans les rues. Et donc après, c'est vrai que sur ça, il y a aussi les villes, les communes qui ont leur rôle aussi à jouer par rapport aux jeunes de leur ville. Parce qu'aujourd'hui, on a une grande masse de la population qui est très très jeune. Mais c'est l'État qui doit mettre le maximum. Parce que c'est à lui qu'incombe, et la loi mauritanienne le dit, le développement du sport incombe à l'État. Maintenant, l'État peut s'appuyer sur les collectivités, travailler avec sur le privé, les etc. communes. Mais la base, particulièrement les infrastructures, ça c'est du ressort du ressort direct de l'État. De l'État, essentiellement. C'est lui qui construit. Comme il construit les hôpitaux, comme il construit les écoles, il devrait construire les stades, les maisons de jeunes, etc. pour pouvoir permettre aux jeunes d'être encadrés pour éviter qu'ils ne soient dans la rue, qu'ils ne deviennent des délinquants, etc. Donc le ministère de la Jeunesse et des Sports a beaucoup à faire. En tout cas, on attend beaucoup. Si je m'en tiens à vos propos, il y a de quoi faire. Et les résultats, en principe, sont censés être que positifs. Alors, sur le point d'actualité, si on peut revenir sur le point d'actualité, à savoir les mesures disciplinaires qui sont prises en cours de la saison sportive. Nous sommes une organisation, une fédération, et elle est régie par des textes. Elle est régie par des textes sportifs, des textes réglementaires, des statuts, et puis le règlement intérieur de la fédération. Quand un adhérent, ça peut être un joueur, ça peut être un entraîneur, ça peut être un dirigeant de club, ou ça peut être tout simplement un spectateur qui vient dans les tribunes. Alors, quand cette personne-là enfreint la loi ou le règlement, elle subit des sanctions qui sont donc prononcées par la fédération. Par exemple, il y a 2 ans, nous avons eu un joueur qui s'est mal comporté, qui a insulté les arbitres et puis un dirigeant aussi. Ils ont été sanctionnés. Et depuis qu'ils ont été sanctionnés, nous sommes restés très très longtemps sans qu'un joueur ne soit sanctionné. Parce que c'était l'exemple qu'il fallait montrer. Et pendant le championnat national donc 2021, un joueur s'est également comporté de cette façon. Il a été sanctionné. Récemment, pendant les playoffs, des dirigeants se sont mal comportés avec l'équipe de Rosso, mais ils ont été exclus du terrain. Ils ont été donc sanctionnés. Tout dernièrement, les dirigeants de Terret Felemir se sont également mal comportés. Ils ont tenu des propos même trop violents, d'une extrême violence. Ils ont été sanctionnés. Le président de la CAF, Ahmed, qui était là à la CAF, quand il a enfreint la loi, il a été sanctionné. Donc je ne vois pas pourquoi les gens, dès qu'on sanctionne X ou Y, qui sont des adhérents, qui sont sanctionnés donc par la loi sportive, pas par le truc juridique, mais par la loi sportive, les gens se disent non, pourquoi on vous sanctionne vous et on ne sanctionne pas Fall Youssouf qui est le président de la fédération. Si moi je fais quelque chose... Si ce n'est pas vous qui avez fait les... non, c'est pas donc, comme ça. Et puis surtout, quand il s'agit des dirigeants, moi je pense qu'ils doivent être, eux, des exemples pour les jeunes. Ils doivent montrer le sens du respect des lois, des règlements. Ils doivent se comporter en bons dirigeants pour que les jeunes puissent un peu copier. C'est l'exemple, si un dirigeant a un comportement, automatiquement ça va refléter sur les joueurs aussi. D'ailleurs, dans le foot aussi, il y a des sanctions de plus en plus, justement, qui étaient améliorées pour protéger même les arbitres qui subissaient beaucoup de choses, n'avaient pas forcément des protections. C'est inadmissible. Et les dirigeants aussi qui pouvaient avoir certains comportements, au jour d'aujourd'hui, ils peuvent avoir des cartons et être retirés du terrain. Donc c'est important. La loi
elle est valable pour nous tous. Tout à fait. Donc, si quelqu'un d'entre nous enfreint la loi, il doit être sanctionné. Et d'ailleurs, on signe le règlement. Avant, quand on arrive, pourquoi on a une carte d'adhésion. Vous êtes d'ailleurs apparemment une bonne sportive. Ancienne sportive, et oui. Vous êtes, au moment de faire l'adhésion, le président du club dit qu'il s'engage, il signe en plus, qu'il s'engage à respecter, à faire respecter par ses membres les règles. Donc vous ne pouvez pas vous engager à les respecter et puis être le premier à tordre le cou à ces règles-là. Tout à fait, bah, je comprends tout à fait. Et au niveau de la fédération de basketball de Mauritanie, comment ça fonctionne, ça marche comment Voilà, nous avons un comité directeur qui est composé de 14 membres. D'accord. Ils sont élus. Démocratiquement, ils ont été, le dernier bureau a été élu le 1er février 2020. Et après l'élection, bien entendu, il y a toutes les formalités administratives qu'il faut faire. Et donc la liste de tous les 14 membres a été envoyée avec le procès verbal et tout ça au ministère de l'Intérieur, qui nous a délivré un récépissé de reconnaissance. Donc vis-à-vis de l'État, nous sommes reconnus aujourd'hui comme étant une association donc, qui est chargée du développement du basket. Et nous sommes la seule organisation délégataire du pouvoir de l'État pour organiser sur tout le territoire national le basketball mauritanien. Donc il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Ça c'est très bien, comme ça au moins on sait qui doit faire quoi. Voilà. On sait que c'est le rôle de la fédération parce que c'était, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'était à l'État de développer le sport, y compris le basket. Mais l'État dit, en ce qui concerne le basket, je confie ma responsabilité à la fédération de basketball. Et ne peuvent être membres de cette fédération que des Mauritaniens. D'accord, donc oui, c'est une délégation, voilà, c'est très bien, une délégation de pouvoir, ce qu'ils peuvent éventuellement faire. C'est une délégation de pouvoir, donc voilà. C'est très bien. C'est reconnu sur le plan international par la FIBA, c'est reconnu par la FIBA Afrique, par la Confédération Afrique arabe. Est-ce que le problème, c'est pas que cette délégation de pouvoir n'est pas accompagnée de moyens? C'est comme... Parce que quand on délègue quelque chose, en principe, on donne tout ce qui va avec pour que ça fonctionne. Oui. Comment ça se passe quand vous avez cette délégation? Est-ce que vous avez une subvention qui l'accompagne ou pas? On a une subvention qui l'accompagne, mais comme je vous le disais tout à l'heure, que c'était certainement c'était encourageant, mais d'une efficacité insignifiante. Mais ce problème de délégation, elle n'est pas simplement valable pour les fédérations. Elle est valable aussi pour les communes. On leur délègue certaines compétences, mais les moyens qui devraient accompagner cette délégation ne suivent pas tout de suite. Mais j'espère que ça suivra. Oui, après, on va dire peut-être la réflexion sur les moyens n'est pas à hauteur du terrain. C'est-à-dire que en réalité, on se rend compte que ce qu'on a, on doit faire peut-être quelques choix. Bon, pas encore, mais nous sommes en train toujours de nous battre pour cela parce que nous avions... En tout cas, c'est un grand pas. Il y a quelque chose. Tout à fait. Ça encourage. Voilà, c'est encourageant. C'est une petite motivation. Voilà, ça permet au championnat de se dérouler, ça permet aux formations de se faire. Et puis voilà, d'autres petites actions. Ah c'est très bien. D'autres petites actions. Donc nous avions, pour essayer de trouver des moyens additionnels, nous avons touché l'État, nous avons discuté avec l'État, préparé des dossiers, tout notre programme national et international que nous avons soumis au ministère de la Jeunesse et Sport. Et avec ce dossier, on devrait être normalement éligible au compte d'affectation spéciale qui reçoit 1% des taxes des impôts, de tout ça. Mais je crois que la machine n'est pas encore huilée. Dans l'administration, les gens sont encore hésitants. Mais il va falloir qu'on trouve rapidement... Il doit être sur le bureau, le dossier. Tout à fait. On va bientôt le consulter. Et ensuite, que l'État s'implique pour que les grandes entreprises, 1, 2, 3... Et les motiver à sponsoriser, à accompagner. Au moins une fédération comme notre fédération, la fédération de basket, pendant un bon bout de temps pour nous permettre de décoller et d'avoir d'autres solutions. Il faudra se rapprocher peut-être de l'agence d'investissement, la nouvelle agence là qui est... Si vous trouvez vraiment des moyens additionnels ailleurs pour la basket, je vous en serai très reconnaissant. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est un pays où on a beaucoup d'activités économiques et c'est vrai que si on peut lier
l'activité loisir sportif avec ça, ça peut être intéressant. Tout à fait. Et ce sera un gain pour tout le monde. J'ai oublié d'ailleurs de présenter, on a un artiste qui est avec nous, il y a Abdelrahman Ba, donc qui est toujours avec nous, qui fait vos portraits. Normalement, en principe, à la fin de l'émission, vous aurez votre portrait. C'est gentil. Merci encore. Donc voilà, c'est un infographe et dessinateur qui fait partie de notre émission, c'est le chouchou de l'émission. Alors Abdelrahman, est-ce que ça avance? Ça va? Donc voilà, bientôt on aura, Inch'Allah, le portrait. Alors au niveau du fonctionnement, donc on a parlé des charges du fonctionnement, donc par rapport à l'État. Et vous, en tant que fédération, est-ce que vous faites des activités, par exemple, pour pouvoir avoir de l'argent à mettre dans ces différents clubs? Bon, normalement, par exemple, les activités qu'on mène, par exemple, comme la finale de la Coupe du championnat national, comme les formations. On aurait pu les ouvrir, mais pour l'instant, le basket était encore à l'état embryonnaire chez nous. Comme je vous ai dit, il faut relancer la machine pour que ce soit une discipline qui attire et le public et les sponsors. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on pourra demander aux gens de payer. Parce que dans tous les pays du monde aujourd'hui, quand vous assistez à une formation, vous payez vos transports, vous payez vos frais d'hébergement dans l'hôtel où organisez la session et vous payez les droits de participation. Ici, nous payons tout. Et ça, je voulais le dire aussi, même pour le championnat national, nous payons les transports de tous 15 joueurs, par exemple, de n'importe quel club de Mauritanie qui se déplace dans le cadre du championnat national. Nous payons les frais d'hébergement, nous payons les frais d'organisation, par exemple, si le match est organisé à Zouera. Mais ça c'est énorme. C'est énorme. Ça ne peut pas continuer. Mais on le fait maintenant parce que nous avons envie de relancer le basket qui est resté, comme je vous ai dit, pendant 34 ans. 32 ans, oui, un peu endormi. Alors, en ce qui concerne nos charges de fonctionnement, nous avons aujourd'hui certainement depuis 2018, la fin 2018, début 2019, nous avons un siège qui abrite donc notre fédération. Où se situe votre siège, juste pour savoir? Stade olympique? Non, non, à Tabrarzene, du côté de vous connaissez, chez la station Total en allant à la plage. Oui. Il y a un grand hangar bleu. Et donc, juste après, à droite, nous sommes dans... D'accord, c'est bien, oui, c'est bien de vous localiser, voilà, comme ça on va vous rendre visite. C'est à Tabrarzene. Donc, nous sommes l'une des rares fédérations, à part la fédération de football, à avoir un siège qui nous appartient, qui appartient au basket aujourd'hui, qui donc relève du patrimoine de la fédération de basket. Ça fait plus de 60 ans que la fédération est créée. Elle a été créée depuis vers les années 60, le début des années 60, et elle n'a jamais eu de siège. Donc, c'était des petits bureaux, etc. qui nous permet. Aujourd'hui, on a un siège fonctionnel qui nous permet de faire les formations, qui nous permet de faire les réunions et qui nous permet d'avoir l'Internet et de travailler. Mais je disais encore une fois, nous prenons jusqu'à présent encore en charge tous les frais relatifs au championnat, à l'électricité, même pour le fonctionnement du siège, à l'Internet et puis à l'eau. L'eau que nous utilisons dans les toilettes, etc., c'est la fédération qui continue, ce qui n'est pas normal, surtout qu'on n'a pas une forte subvention qui permet de le faire. Et nous n'avons pas de personnel, aujourd'hui, de personnel d'appui qui travaille avec nous au niveau de la fédération. Tous ceux qui sont aujourd'hui à la fédération travaillent de manière bénévole, ne sont pas payés une ouguia. Oui, donc vous êtes vraiment, on va dire, des membres du bureau de l'association. Voilà, comme nous tout le sommes monde des membres du bureau, nous ouais. travaillons de manière bénévole, mais nous avons besoin d'un personnel d'appui, nous avons besoin d'un gardien. Oui, d'avoir 2 ou 3 administrateurs, voilà, des gardiens. Un secrétaire au moins qui peut saisir le courrier et puis répondre. Parce que nous assurons une mission de service public. Et quand on assure une mission de service public, ce service public ne doit jamais être interrompu. C'est-à-dire que si Fally Youssouf, président de la fédération, n'est pas dans ses bureaux, la secrétaire devrait pouvoir recevoir la personne et lui donner les renseignements ou bien lui donner le service qui est attendu de l'institution. Mais malheureusement, ce n'est pas encore bah, moi, j'y crois. J'espère et j'ose espérer que, Inch'Allah, tout ça, par la suite, bah, il y aura quelque chose. Et que ça va avancer. En tout cas, voilà, toute votre persévérance et tout le temps que vous avez mis et cette volonté de rebondir, c'est des choses qu'on ne peut pas négliger et qu'on espère, Inch'Allah, que ça va aller. Et on espère aussi que les parents, les investisseurs, les privés, les publics, les associations vont être sensibles à tout ça et vont faire en sorte que bah, ça marche et de plus en plus. Alors, juste pour finir, je voulais juste revenir au programme en cours et au programme prévu juste avant de fermer. Ouais.
Si vous avez un petit mot là-dessus, s'il vous plaît. Nous avons donc après le championnat national, estimé qu'il fallait nous orienter aujourd'hui vers l'organisation de compétitions pour ce qu'on appelle la deuxième division, mais entre guillemets, mais surtout au niveau de Nouakchott. Ce sont les clubs qui n'ont pas pu participer au championnat national pour les seniors garçons. Nous avons ouvert un championnat filles et là vous avez vu quelques images du championnat régional filles qui a donc démarré. Oui, tout à fait. Et qui se poursuit tous les mercredis, tous les vendredis, samedis et dimanches. À l'ancienne maison de jeunes, nous avons ces compétitions. Et nous avons aussi voulu ouvrir ces compétitions aux petites catégories, comme aux juniors et aux cadets. Donc, eux aussi, ces équipes-là jouent de manière régulière tous les jours, enfin tous les week-ends à Nouakchott. C'est très bien ça. Mais ça, c'est bien. Oui. Mais il faut le faire à Nouakchott, d'accord? Oui, il faut le faire dans tout le pays. À Rosso, il faut le faire à Nouadhibou, il faut le faire à Attar, il faut le faire un peu partout. Et puis, pourquoi pas avoir plus tard, quand on aura les moyens, d'organiser un championnat national pour les cadets, etc. Parce que c'est à partir de cette base-là que va sortir disons, notre future équipe nationale. Oui, tout à fait. Je pense que peut-être Nouakchott, pour vous, ça va être le cocon pour voir un peu comment ça se passe, s'organiser et donner envie aux autres aussi de le faire. Et pourquoi pas, si ça marche, attirer des subventions, des aides et l'État aussi qui y croit et qui investit. En tout cas, moi, je suis pessimiste. Pourquoi? Non, faut pas être pessimiste. Je suis pessimiste pour certains aspects, mais très optimiste pour l'avenir du basket chez nous. Ah, super. Pourquoi? D'abord, on a le potentiel. Nous avons de très bons joueurs de basket, aussi bien chez les filles que les garçons, qui sont aujourd'hui à l'extérieur. On a au Sénégal d'ailleurs. Deuxièmement, on a une administration qui se met en place, qui commence à s'organiser avec le siège, c'est important. Et puis troisièmement, on a l'expertise. Nous sommes tous qui sont par exemple au niveau de la fédération. Vous êtes issus du milieu du basket, vous étiez là depuis... tous des anciens basketteurs, tous des anciens ou des basketteurs qui continuent à travailler pour le développement du basket. On est donc une famille de basketteurs qui connaît bien le basket, mais aussi qui connaît très bien le sport. Nous avons été... Et la Mauritanie, oui, et les réalités du terrain, donc vous savez comment y faire. Les réalités du pays. J'ai eu la chance d'être dans mes fonctions directeur de sport de Mauritanie, directeur du Centre national de formation des athlètes. Et puis j'ai été dans toutes les villes de Mauritanie, dans toutes les régions. Je connais très bien la situation du sport chez nous. Et c'est pourquoi nous disons, bon, renvoyons l'ascenseur à l'État qui nous a formés. Tout à fait. Auprès de qui nous avons travaillé pendant plus de 35 ans avant de prendre notre retraite pour certains. Et il est donc normal que pendant nos moments libres, qu'on puisse apporter quelque chose à la jeunesse de notre pays. En tout cas, c'est une très belle initiative que j'encourage et j'y crois. Le basket, Inch'Allah, a sa place. Et pour moi, brillera et on comptera bien sûr les noms et on ira voir ces matchs-là. Et est-ce que Abdelrahman, il peut nous rejoindre s'il a fini, s'il vous plaît, avant de clôturer? Tu peux venir pour nous montrer? Donc voilà, c'était le portrait qui était fait... Voilà, par Abdelrahman. Vous allez me donner le verdict. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous avoir sur le plateau et d'en connaître un peu plus. Tiens, Abdelrahman, si tu peux te mettre juste à côté. Ah, il est beau. En plus, il me rajeunit. Ah oui? Ah oui. Bon, Abdelrahman, t'as triché un peu là? Non. Mais non, c'est très joli. Faites voir. C'est fidèle, oui. Ah oui, machallah. Est-ce qu'Abdelrahman, tu peux montrer aux téléspectateurs? Si on peut zoomer, s'il vous plaît. Attendez, on va la bouteille. Peut-être là, je crois, la caméra. En tout cas, grand merci, Abdelrahman. Ouais. Ouais, c'est très joli. Donc voilà, c'est le petit cadeau, on va dire, d'encouragement. L'État a fait son encouragement, nous aussi, on fait le petit encouragement. Je suis optimiste, je sais que, Inch'Allah, le basket va se développer de plus en plus très prochainement. Oui, et c'est très vivant quand on est sur place, ça donne vraiment envie d'aller sur le terrain et de suivre. Moi, je sais, j'étais à un seul match et après, la plupart des matchs, j'ai essayé de venir. Parce que voilà, le basket et la Mauritanie, ça ne date pas d'hier. Malgré la coupure, voilà, on reprend. Et en tout cas, à très bientôt sur le terrain. Merci beaucoup. Ou à la fédération. Oui, certainement. Avec grand plaisir à la fédération et puis sur le terrain. Certainement quand on fera les phases finales des différents championnats. Bien sûr, on sera présent. Vous serez présent. En tout cas, merci à tous, merci à toutes de nous avoir suivis. Merci beaucoup Abdelrahman Ba
pour son travail comme d'habitude. Merci à toute l'équipe de Riyadiyya. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Merci, au revoir. Respect.